plus je consomme de l'alimentation ultra transformée, plus j'altère mon microbiote, plus je dénutris mon cerveau et plus j'ai des risques de troubles de santé mentale. Ce qu'on a démontré en plus, c'est qu'il y a un effet dose. Plus j'augmente la proportion d'aliments ultra transformés dans mon alimentation et plus j'augmente mon niveau d'anxiété et de dépression. C'est incroyable. En fait, dans l'étude alimentale que j'ai conduite entre 2021 et 2023, 15 000 participants et encore 5 000 de plus qu'on n'a pas encore analysé. Les résultats, c'est que les personnes, le premier facteur dans l'alimentation qui est associé à plus de dépression, c'est l'alimentation ultra transformée. Plus 21% de dépression chez les 18-34 ans, et ça augmente chez les femmes à 35-45 ans et après 55 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que c'est un effet sur la vie entière. Donc on comprend bien en fait que proposer des antidépresseurs, par exemple, ne va pas régler le problème si le problème se trouve dans mon assiette. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prescrire de médicaments, c'est très important les médicaments, mais il faut essayer de trouver la cause. En fait, moi, ce que je dis, c'est mettre un antidépresseur dans un problème d'alimentation ultra transformée, c'est comme mettre du paracétamol sur une fièvre. On fait baisser un symptôme, mais on ne traite pas la cause du problème. Donc, il faut tout le temps aller regarder l'alimentation pour s'assurer qu'elle nourrit correctement le microbiote et le cerveau. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe plein d'enthousiasme que j'ai envie de partager avec vous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui me scotche complètement, le docteur Guillaume Font. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, je suis Guillaume Font, je suis médecin psychiatre, chercheur en psychonutrition. C'est l'influence de l'alimentation, de la nutrition sur le cerveau et le microbiote, et docteur en biologie cellulaire et moléculaire et cofondateur de Psaume. Qu'est-ce que c'est, Psaume ? Psaume, c'est une solution. J'ai décidé de passer à l'action avec des compléments alimentaires qui répondaient aux exigences pour nourrir le cerveau et équilibrer le microbiote, parce que je ne trouvais pas les solutions dont avaient besoin les personnes que je rencontrais tous les jours. Comment un psychiatre qui travaille donc sur la souffrance mentale, s'occupe du microbiote ? Oui, ça c'est une histoire assez incroyable. En fait, c'est venu de ma thèse en biologie cellulaire et moléculaire entre 2013 et 2016, un PhD que j'ai conduit sur l'influence du système immunitaire et de l'inflammation sur le cerveau et les maladies mentales. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'une des grandes sources de l'inflammation, donc en fait c'est une réaction de défense du corps face à des agressions. Contre quoi notre corps se défend tous les jours ? Contre l'alimentation, en fait, parce que l'alimentation moderne est ultra transformée, inflammatoire. Elle va attaquer d'abord le mucus, en fait c'est le tapis qui recouvre l'intestin. Et puis les bactéries qui sont dans notre intestin, qu'on appelle le microbiote intestinal, ça va augmenter ensuite la perméabilité de l'intestin. C'est la dernière barrière en fait qui nous protège de ce qu'il y a dans notre alimentation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous agressent, et notamment les produits ultra transformés, les additifs, etc. Et ensuite, ça va créer donc de l'inflammation dans le sang et dans le cerveau. Et en fait, ça va augmenter le risque de troubles mentaux. Et en fait, c'est en comprenant cette boucle-là que j'ai été guidé naturellement vers la psychonutrition et l'axe intestin-cerveau, la compréhension en fait fine des voies qui relient l'alimentation, l'intestin et le cerveau. C'est dingue. Pour toi, t'es dedans, mais pour quelqu'un qui connaît pas tout ça, il y a un truc, c'est juste dingue. Donc, je mange des produits ultra transformés. Bon, d'accord, on me dit c'est pas très bon pour ma santé et tout. Mais en fait, donc, ça crée une inflammation. Donc, j'essaye de me défendre. L'inflammation, au début, c'est pas si grave, mais au bout d'un moment, c'est un problème. Quand l'inflammation devient trop importante, c'est un problème. C'est ça. 70% du système immunitaire est consacré à nous protéger contre ce qui arrive dans notre assiette. Ça, il faut en avoir conscience, en fait, c'est énorme. Et donc, plus mon alimentation m'attaque, plus elle contient des choses pour lesquelles je ne suis pas fait pour les digérer, donc les aliments ultra transformés, et plus cette énergie et ce système immunitaire vont manquer au reste du corps et notamment au cerveau. Donc là, c'est premier étonnement. Donc voilà, ça crée de l'inflammation. C'est assez surprenant. Et deuxième surprise de ce que tu dis, ça a un impact sur mon cerveau. À la rigueur, je peux comprendre si je prends des produits ultra transformés.
je vais être un peu plus fatigué, je vais manquer un peu de tonus, et puis c'est pas très bon sur l'avenir. Je pense même que pour la plupart des gens, à la rigueur, ils vont comprendre, bon, si je vends des produits ultra transformés plus tard, je risque que c'est mauvais pour mon diabète, pour mon estomac. Bon, à la rigueur, peut-être je vais voir que ça me rend un peu plus fatigué, que j'ai moins de tonus, que je suis moins dynamique. Mais peu de gens savent, mais ça a un impact sur mon esprit, sur ma manière de voir les choses, pas seulement dans évidemment pour des maladies graves, mais tu montres aussi pour juste, je suis plus stressé, je supporte moins des remarques qu'on me fait. Pour l'ensemble de ma manière d'être, cette inflammation change ma manière de penser. C'est exactement ça. Il y a des études récentes qui ont montré qu'en un week-end seulement d'alimentation ultra transformée, le microbiote, donc les bactéries qui nous protègent, qui sont bonnes pour nous dans l'intestin, sont altérées. Ça va très très vite en fait. Et donc en fait, il y a une banalisation, alors qu'on en a tous fait l'expérience. Si on mange de la junk food, dans les 2 heures qui suivent, on est fatigué en fait. On n'est pas bien, on digère mal, on a des problèmes à se concentrer, on est effectivement plus irritable et on a faim en plus. C'est pas une alimentation qui nous rassasie. Les aliments ultra transformés, il faut comprendre qu'ils ont été construits par l'agro-industrie pour nous rendre accros en fait, pour qu'on en consomme plus. Et les études montrent qu'à calories égales, la même alimentation en transformé versus non transformée, l'alimentation non transformée fait prendre moins de poids. Il y a 1 kilo de différence en fait en quelques jours d'alimentation parce qu'on remange de l'alimentation ultra transformée. Elle a été construite pour nous rendre accros. C'est ce qu'on appelle la palatabilité. C'est le fait que ça nous fait plaisir. Donc on rajoute du sucre, de la graisse, des additifs, du sel, des émulsifiants, plein de choses. Et tout ça en fait c'est pour un intérêt économique. Et en fait moi ce que je défends c'est le point que l'agro-industrie s'occupe de notre alimentation et n'en a rien à faire de notre santé, alors que l'industrie médicale s'occupe de notre santé et n'en a rien à faire de l'alimentation. Et au milieu, il y a des millions de personnes en fait, qui ont à la fois des problèmes intestinaux et des problèmes de santé mentale, et on ne fait pas le lien entre les deux. C'est fou. Est-ce qu'on peut, vraiment on va prendre ceux qui savent vraiment rien, c'est quoi un aliment ultra transformés? Parce que tous les aliments qu'on peut trouver au supermarché ne sont pas toujours ultra transformés. Est-ce qu'il y a un accord sur qu'est-ce que c'est un aliment ultra transformé? Un aliment ultra transformé, c'est un aliment où, je ne reconnais pas l'aliment de base. C'est-à-dire que je ne le trouve pas dans la nature. Je ne sais pas, si je ne lis pas sur l'étiquette, je ne sais pas en fait à partir de quoi a été fabriqué cet aliment. 2, je le retourne, je regarde l'étiquette, il y a plus de 5 ingrédients. Et parmi ces ingrédients, il y a plein de choses que je ne trouve pas dans ma cuisine et où je ne comprends pas ce que c'est. Donc des mots très techniques, des E400 quelque chose. Voilà, c'est ça l'aliment ultra transformé. Il se conserve sur mes étagères souvent pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'est pas normal. Dans la nature, tout se dégrade assez rapidement à température ambiante. Donc les biscuits, les viennoiseries, les gâteaux, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est des aliments ultra transformés. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ils sont souvent tous regroupés dans les mêmes rayons dans les supermarchés. Donc en fait, on peut se dire carrément ce rayon-là, j'y vais pas parce qu'en fait, c'est des aliments ultra transformés en rayon. Et donc, la logique, en fait, c'est vraiment, là, pour le coup, du bon sens. Je fais assez peu appel au bon sens en général parce que c'est un peu facile. Mais c'est simplement de ramener dans notre microbiote, dans notre intestin, des aliments qu'on trouve dans la nature parce que nos bactéries sont calibrées pour digérer ces aliments-là et qu'on a déconnecté, dissocié notre nourriture de notre environnement et c'est ça qui génère énormément de pathologies. Qu'est-ce qui est le plus mauvais dans l'aliment ultra transformé? Est-ce que c'est le fait que c'est transformé ou est-ce que c'est les produits qu'on rajoute, les additifs, etc. Est-ce qu'on a des études qui permettent de comprendre où est le problème? C'est une excellente question, il y a plusieurs facteurs. Déjà, les aliments de base, quand ils sont transformés, ils sont dénutris, ils perdent de la valeur nutritive. Le raffinage des farines, par exemple, donc le fait de consommer du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, etc., ça fait diminuer la valeur nutritive. On perd des nutriments parce que la partie de la céréale qui contient les nutriments est enlevée pour des histoires de goût, de texture, de plaisir en bouche, de goût sucré, etc. On raffine donc les aliments et là on perd déjà 20% des nutriments. Donc déjà moins de nutriments, moins de
valeur On nutritive. voit comment on est piégé par le vocabulaire, parce qu'on dit raffiné, ça fait tellement élégant. On dit, ah ouais, de la farine raffinée, mais en fait, Exactement. raffiné, ça veut dire dénutri. Si on disait la farine dénutrie au lieu de raffinée, ça changerait beaucoup le Exactement. rapport qu'on aurait à elle. Exactement. Et en fait, après, donc, ces aliments raffinés, il y a d'autres processus qui peuvent altérer la qualité nutritive des aliments. Ensuite, ça va être mixé et c'est là où on va rajouter des sucres cachés et des graisses. Et ça, c'est ce qu'on appelle des calories vides parce qu'il n'y a pas de nutriments dans ces calories. Donc, on va se retrouver avec un aliment qui a trop de calories par rapport à sa valeur nutritive. Et donc, en fait, on va amener tout ça dans notre intestin. En plus, on aura rajouté des additifs pour améliorer le goût, la conservation, etc. Certains de ces additifs sont en train d'être explorés, les édulcorants notamment, qui ont été associés à des augmentations de cancer dans des grandes études observationnelles, où il y a un débat du coup pour savoir à partir de quel niveau de preuve, on va dire, on arrête, c'est dangereux. C'est pas tous les édulcorants, il y a des niveaux différents selon les types d'édulcorants, donc tout le monde n'est pas d'accord parmi les scientifiques. Il y a des scientifiques qui vont dire qu'il faut éviter tous les édulcorants parce qu'en fait ça va donner un mauvais signal à notre cerveau. Il pense qu'on a du sucre alors qu'en fait il n'en a pas, et donc ça va modifier notre alimentation. On va rechercher encore des calories alors que en fait simplement on a trompé notre cerveau et ça c'est pas bon, il faut pas le tromper. Ça, c'est le discours majoritaire actuel. Mais on n'a pas encore toutes les études pour trancher. Et puis, dans les autres additifs, il y a des émulsifiants qui peuvent attaquer le mucus de l'intestin. En fait, un émulsifiant, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans les crèmes dessert, qui vont les rendre gélatineuses, dans beaucoup de viennoiseries, de pâtisseries. Ça a pour but de rendre l'aliment stable, en fait, donc ça a un goût plutôt agréable, gélatineux en bouche. Le problème de ça, c'est que ça va détruire le tapis de l'intestin, qu'on appelle le mucus, qui est une barrière qui nous protège du contenu de l'intestin. Et donc, les bactéries de l'intestin vont pénétrer plus facilement jusqu'à la paroi de l'intestin. Et là, notre système immunitaire va s'activer. Et ça crée de l'inflammation locale, ça nous fatigue, ça consomme des ressources du système immunitaire, des nutriments. Le zinc, par exemple, c'est un nutriment qui sert au système immunitaire. Donc ce zinc-là, il ne va pas être utilisé dans mon cerveau pour les neurones qui ont besoin de zinc pour fonctionner. Et donc c'est comme ça que des cercles vicieux vont se mettre en place. Ouais, je trouve que c'est vraiment important parce qu'on dit toujours voilà, les aliments ultra transformés c'est mauvais. Alors c'est bien d'avoir un spécialiste qui explique. Alors, on a encore moins envie de les manger. Et en t'écoutant, on se dit pas oh là là, je vais me priver d'un truc que j'aimerais manger. Mais on va dire oh là là, j'ai plus. Là tu m'as convaincu. J'en mange pas beaucoup, mais là j'ai plus envie de les manger quand je vois ce que ça fait pour de bon. Ce qu'on a démontré en plus, c'est qu'il y a un effet dose. Plus j'augmente la proportion d'aliments ultra transformés dans mon alimentation, et plus j'augmente mon niveau d'anxiété et de dépression. C'est incroyable. En fait, dans l'étude alimentale que j'ai conduite entre 2021 et 2023, 15 000 participants et encore 5 000 de plus qu'on n'a pas encore analysé. Les résultats, c'est que les personnes, le premier facteur dans l'alimentation qui est associé à plus de dépression, c'est l'alimentation ultra transformée. Plus 21% de dépression chez les 18-34 ans, et ça augmente chez les femmes à 35-45 ans et après 55 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que c'est un effet sur la vie entière. Plus je consomme de l'alimentation ultra transformée, plus j'altère mon microbiote, plus je dénutris mon cerveau et plus j'ai des risques de troubles de santé mentale. Donc on comprend bien en fait que proposer des antidépresseurs, par exemple, ne va pas régler le problème si le problème se trouve dans mon assiette. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prescrire de médicaments, c'est très important les médicaments, mais il faut essayer de trouver la cause. En fait, moi, ce que je dis, c'est mettre un antidépresseur dans un problème d'alimentation ultra transformée, c'est comme mettre du paracétamol sur une fièvre. On fait baisser un symptôme, mais on ne traite pas la cause du problème. Donc, il faut tout le temps aller regarder l'alimentation pour s'assurer qu'elle nourrit correctement le microbiote et le cerveau. Mais c'est pas si facile parce que moi, par exemple, j'aime bien la moutarde. Je me suis rendu compte que plein de moutardes que j'achetais, c'est plus de la moutarde. Ils ont rajouté, j'avais pas fait attention, je le sentais pas, et j'ai découvert qu'ils rajoutaient de l'huile, du sucre. Et je dis, mais alors, mais mince, mais comment je peux... C'est un truc que j'avais l'impression pendant longtemps, c'était banal. Et non, je suis obligé de faire vraiment attention que j'achète bien de la moutarde et pas un truc où je me rends pas compte, il y a plein d'autres choses et ça devient un peu transformé. C'est exactement ça, en fait. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des guacamoles avec du sucre.
Normalement, le guacamole, c'est de l'avocat, il n'y a pas de sucre dans le guacamole. Et en fait, vous prenez 2 marques de guacamole, et vous regardez les étiquettes, vous retournez, et vous vous rendez compte qu'il y en a un qui contient du sucre rajouté et pas l'autre, alors que les deux sont présentés de la même façon au rayon. Et donc, il y a des aliments comme ça qui sont complètement trompeurs. Le miel est un bon exemple aussi. Il y a des miels qui, en fait, sont du pur sirop de glucose-fructose, extrêmement inflammatoire, extrêmement nocif, présenté comme du miel qui peut avoir des vertus, en fait, intéressantes. Le vrai miel peut avoir des vertus intéressantes. Et donc, il faut maintenant aller... C'est un jeu d'enquête. Il faut vraiment le prendre comme un jeu d'investigation. Moi, je passe toujours 2 heures à faire mes courses. Alors, moi, je me régale à ça parce que j'adore... Enfin, c'est mon sujet de Donc, tu apprends en même temps. Exactement. Donc, c'est pas juste que tu passes 2 heures et qu'il faut qu'on fasse comme toi. C'est juste que toi, tu en profites pour essayer de comprendre comment on est manipulé sans nous en rendre compte et comment... Et la subtilité des manipulations. C'est ça. Et le fait qu'il y a des incohérences... alors parfois j'ai des bonnes surprises aussi. C'est-à-dire que quand je me rends compte par exemple qu'un fabricant a choisi l'huile de colza plutôt que l'huile de tournesol, ça va augmenter donc les oméga 3 et diminuer les oméga 6. Je trouve que c'est un bon choix, que c'est intéressant. Par contre, ce qui me navre, c'est que c'est toujours corrélé au prix. C'est-à-dire ça, c'est la première violence faite aux pauvres, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que vous pouvez être quasiment sûr, j'ai jamais trouvé de contre-exemple, que moins un aliment est cher et plus il est nocif pour la santé. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est un scandale sanitaire et dont on ne parle pas assez en fait. C'est vraiment au rayon, vous pouvez être sûr, vous prenez le premier prix et les autres marques, c'est quasiment systématique que la valeur nutritive augmente avec le prix et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Donc quand on va au supermarché, acheter à manger, enfin si on va au supermarché, on peut ne pas y aller aussi, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. Voilà, et puis si on craque pour un truc, on le sait, mais avoir un peu cette intelligence-là, c'est la base pour ce lien entre notre microbiote, notre santé et notre cerveau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire, et c'est un peu le sujet de ton engagement et de ton livre, qu'il y a des choses qu'on peut prendre. Donc là, on a dit ce qu'il ne faut pas faire, donc prendre les aliments très transformés, mais il y a des choses qu'on peut faire et qui sont importantes à faire pour nourrir notre microbiote. Mon point, c'est de ne pas se rajouter de la charge mentale et des contraintes de trop. On en a déjà beaucoup dans la vie quotidienne. Par contre, c'est des choix et c'est sûr qu'à un moment donné, il faut réorienter des priorités. Alors, tout le monde ne peut pas le faire en fonction de son mode de vie, en fonction de l'endroit où il habite, du fait qu'il mange chez lui ou pas chez lui, etc. Enfin, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, du fait qu'on cuisine pour soi-même ou pour une famille, qu'il y ait des enfants ou pas à la maison. Enfin, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc, je vais avoir du mal à donner des recommandations pour tout le monde, mais par contre, il y a des grands axes, le cap, en fait, le grand principe, c'est de diversifier au maximum les végétaux. En fait, ça vient des études de recherche fondamentales qui sont conduites en France, qui montrent que les bactéries de l'intestin se nourrissent de fibres. Donc les fibres, c'est des substances dans les végétaux qui ne sont pas digérées par l'être humain, mais digérées par les bactéries. Donc ça va nourrir les bactéries. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de calories. Ça va nous rassasier plus longtemps, ça ralentit la digestion. Ça favorise le transit, donc il y a beaucoup de vertus. Attention, ce que je dis, c'est pas pour les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable ou un SIBO, c'est un syndrome de pullulation de bactéries. Il y a trop de bactéries dans l'intestin, donc attention dans ces cas-là. Parlez avec votre professionnel de santé. Je parle au reste de la population. Les gens qui n'ont pas de problème de digestion, pas de pathologie intestinale précise. Là, on a tout intérêt à augmenter les fibres et à les diversifier. Parce que plus je vais apporter des végétaux différents et plus je vais nourrir des bactéries différentes dans mon intestin. Et plus mes bactéries sont différentes, donc j'augmente la biodiversité de mon intestin et plus je suis solide. En fait, le microbiote renforce le système immunitaire. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Plus je mange des végétaux différents, plus j'ai des bactéries différentes dans l'intestin et plus je suis solide sur le plan de l'immunité. Donc c'est déjà intéressant pour tous les rhumes qui passent en hiver, etc., le Covid, mais c'est aussi intéressant pour mon cerveau et ma santé mentale. Parce que du coup, ce système immunitaire protège mon cerveau. Je vais être moins vulnérable aux événements stressants de la vie. Et ça, c'est hyper important en fait de prendre conscience que ce système immunitaire nous protège des événements mentaux et renforce nos émotions positives. En fait, et c'est même démontré chez l'animal. C'est ça qui est incroyable, parce qu'on peut se dire, bon, les souris, a priori, elles sont pas sensibles à l'actualité, enfin, elles se posent pas des questions sur les enjeux actuels planétaires. Et pourtant, on se rend compte qu'une souris qui naît sans bactéries,
donc on appelle ça axénique, en fait en conditions stériles, elle développe des troubles du comportement, elle arrête sa toilette, elle arrête d'interagir avec les autres souris, elle est anxieuse, elle est peureuse, elle va pas explorer son environnement, on lui remet des bactéries dans l'intestin, tout disparaît. Sauf si on attend l'adolescence de la souris, là ça devient irréversible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les bactéries chez la souris contribuent au développement du système nerveux, et c'est la même chose chez l'être humain. Maintenant, on a des données physiologiques, on sait comment se développe le microbiote chez l'être humain. Il se construit pendant, on dit classiquement, les 1000 premiers jours, donc la petite enfance. Ensuite, il reste un peu stable pendant l'enfance. Il y a des grands bouleversements à la puberté influencés par les hormones, et ensuite des différences entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite, il décline à partir de 50-60 ans en quantité et en qualité. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de ça, c'est que ça participe au phénomène du vieillissement et qu'on peut agir là-dessus, en fait. Donc dans la médecine anti-âge et donc notamment dans la prévention au niveau du cerveau du déclin cognitif, renforcer le microbiote est une des actions qu'on peut mettre en place, et je dirais même une des actions prioritaires qu'on devrait mettre en place. Donc ça, c'est d'abord par l'alimentation qu'on prend soin de son microbiote. Mais on peut aussi prendre des suppléments. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et quels sont les types de suppléments qu'on peut prendre ? Forcément, quand on pense suppléments et microbiote, ce qui arrive en premier, c'est les probiotiques. Un probiotique, c'est une bactérie qui a démontré un intérêt pour la santé et qui est encapsulée à forte dose et qui va se libérer dans l'intestin pour passer la barrière de l'estomac. On pourrait penser que les probiotiques n'ont pas démontré d'efficacité, parce qu'en fait, la seule allégation de santé autorisée pour les probiotiques aujourd'hui en France, c'est qu'ils contribuent à l'équilibre du microbiote intestinal, ce qu'on appelait la flore intestinale auparavant. Donc sur les boîtes, normalement, on lit que ça. Si vous lisez autre chose, c'est parfois qu'on a rajouté des vitamines ou autre chose pour pouvoir dire que ça contribue à l'amélioration d'autres choses. Pourquoi en fait il y a eu cette réglementation ? C'est parce que dans les années 2000, on a dit beaucoup de choses sur les probiotiques et il y avait de tout à boire et à manger. Donc c'est bien d'avoir réglementé. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a une déconnexion entre la réglementation et les données scientifiques. Et je l'entends en fait encore chez des collègues qui ne connaissent pas la littérature scientifique sur le sujet. En 2018, il y a eu la première méta-analyse qui a été publiée par Richard Liu, en fait, qui est un psychologue chercheur à Harvard, et qui a démontré l'efficacité des probiotiques dans le traitement de l'anxiété et de la dépression. Non, c'est dingue. À l'époque, en fait, effectivement, quand on lit ça, moi j'ai été, mais c'était une révolution. Personne n'en a parlé à l'époque. J'ai commencé à en parler, moi j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017, donc j'en parlais à l'époque, mais moi j'avais pas beaucoup d'audience. Mais même parmi les collègues, en fait, ça percutait pas, en fait. Mais c'est incroyable, en fait. Des bactéries de l'intestin peuvent améliorer notre santé mentale. Alors, après, il y a eu des critiques scientifiques en disant les essais sont de petite taille, il y a des risques de biais, il faut attendre, etc. Maintenant, on est en 2025, 2026, on sait que dans des méta-analyses qu'on appelle en ombrelle, en fait, une méta-analyse en ombrelle ou en parapluie, on prend toutes les méta-analyses existantes. Il y a plein de méta-analyses sur les probiotiques. Et maintenant, on sait qu'il n'y a pas d'effet petites études. Donc ça, je le dis pour les collègues scientifiques, c'est très important. C'est pas des petites études qui tirent cet effet. Même dans les études de grande taille, on confirme cet effet. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Parce qu'après, les gens vont me dire, des probiotiques, il y en a plein, comment on s'y retrouve ? C'est compliqué. Les probiotiques, il faut avoir vraiment conscience que c'est des bactéries vivantes. Le mot vivante est important. On est dans le vivant, et du coup, le vivant, c'est très hétérogène en fait. C'est une rencontre entre des bactéries vivantes et un microbiote vivant qui est singulier. Il y a autant de microbiotes que de personnes. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même microbiote. Donc ça veut dire que le même probiotique, il va arriver sur plein de microbiotes différents. Donc le microbiote, c'est l'ensemble de toutes les bactéries que j'ai dans mon ventre. C'est ça. Donc on appelle ça microbiote, toutes les bactéries que j'ai dans mon ventre. Et on a chacun un microbiote unique. Complètement unique. Il y a 10 fois plus de diversité parmi les microbiotes que parmi les gènes des êtres humains. C'est-à-dire, en fait, si je prends 2 êtres humains, il y a 10 fois plus de ressemblance dans nos gènes que dans les microbiotes, en fait. Donc, une part de notre singularité
viendrait ce qu'on est en train de découvrir du microbiote. Oui, on parle de la signature individuelle, en fait. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme tellement profond. Après, moi, je suis philosophe, évidemment. Là, il y a un truc, c'est une révolution pour l'être humain complet. Parce que voilà, on pensait, à la rigueur, mon cerveau, c'est mon identité, il y a le corps, et puis le ventre. Bon, c'est juste la digestion. Et puis, c'est un peu inférieur, il y a toute une hiérarchie du corps. Puis là, la science dit « Ah non. Votre ventre, qui a longtemps été considéré comme inférieur, participe de votre personnalité. » C'est complètement dingue. La révolution épistémologique, ça a été de sortir de la conception d'un organisme eucaryote. En fait, donc, il y a les bactéries, c'est les prokaryotes, et les cellules de notre organisme, elles sont eucaryotes. En fait, donc, il y a eu une bifurcation à un moment donné. Et de prendre conscience aujourd'hui que notre corps, ce qu'on se représente comme notre corps, ce qu'on appelait le moi-peau en psychanalyse aussi, donc la barrière de la peau entre moi et le reste du monde, en fait, notre corps ne peut pas fonctionner sans des microbes qui participent à toutes les étapes, dans l'intestin, sur la peau, pour les femmes dans le vagin, enfin, il y en a partout. Et avant, on avait des théories hygiénistes qui ont été importantes à un moment donné pour se protéger des maladies infectieuses. Mais on s'est posé la question aussi, est-ce qu'on va pas trop loin en fait ? Parce qu'il y a un sujet autour du fait que, par exemple, les antibiotiques à répétition chez l'enfant, donc attention, les antibiotiques sauvent des vies, ils sont importants dans plein d'indications. Le sujet, c'est attention aussi à ne pas décapiter le microbiote en fait, parce que les antibiotiques peuvent être prescrits pour des problèmes d'otite à répétition, pour plein de sujets. Et il y a des risques de méningite, et il faut faire attention. Enfin, ils ne sont pas prescrits pour rien non plus. Mais ils sont aussi prescrits au bétail, aux animaux d'élevage. C'est 40% des antibiotiques. Et en fait, ça va se retrouver dans une part de l'alimentation à faible dose. Et il n'y a pas mieux pour développer des résistances bactériennes et aussi pour modifier le microbiote. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a plein de sujets qu'on ne maîtrise pas du tout sur le plan alimentaire dans l'agro-industrie. La bonne nouvelle, c'est que la quantité d'antibiotiques a quand même diminué en France en 10 ans, mais elle n'est pas à zéro non plus. Donc il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas, et c'est vrai qu'à côté de ça, on observe aussi des problèmes de neurodéveloppement chez les enfants, et qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que nos enfants, par exemple, il y a des études aussi fascinantes qui ont montré que des enfants qui sont en contact avec les fermes ont des microbiotes plus diversifiés et plus sains que ceux qui sont élevés en milieu urbain. Voilà, en fait, on déconnecte nos enfants, on se déconnecte tous de notre environnement, et ça a des conséquences directes sur les bactéries de notre intestin. Donc en fait, il y a beaucoup de facteurs où on se rend compte que le microbiote, c'est le chaînon manquant, en fait, qui explique aussi pourquoi deux personnes vont répondre complètement différemment à un médicament. Et on se rend compte, même en oncologie, il y a des chimiothérapies qui fonctionnent différemment en fonction des bactéries de notre intestin. C'est incroyable comme résultat. Enfin, il y a des bouleversements de conception scientifique absolument majeurs. Et donc les probiotiques, aujourd'hui, ont prouvé une efficacité en santé mentale, dans la dépression notamment et dans d'autres pathologies comme le stress, l'anxiété, mais avec des niveaux de preuve plus faibles. Et ils sont recommandés depuis 2022 en adjonction à des antidépresseurs dans la dépression, par exemple, par la Fédération internationale des sociétés de psychiatrie biologique. C'est une autre instance scientifique reconnue par tous les psychiatres et qui confirme cette efficacité. Ensuite, la question, c'est comment je choisis mon probiotique. Et c'est là où ça devient super compliqué. Donc c'est ça que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a des grands principes aussi pour s'y retrouver dans la jungle des probiotiques. Un, c'est la dose. Les méta-analyses ont confirmé que la dose est super importante. En fait, il y a une unité qui s'appelle UFC, unité forme en colonie, qu'on peut voir sur toutes les boîtes. Il faut vérifier qu'on prend au moins 10 milliards de bactéries par jour. Les études montrent que si je suis au-dessus de 10 milliards, je suis plus efficace que si je suis au-dessous de 10 milliards. Ensuite, il y a la durée. En fait, les gens vont se dire, OK, le microbiote, ça va aller très vite. C'est comme pour tout, patience et régularité. Souvent, c'est entre 8 et 12 semaines, selon les pathologies qui ont été étudiées. Dans la cognition, on est plutôt proche de 12 semaines, donc 3 mois. Et dans la dépression, plutôt proche de 8 semaines. Donc ça veut dire qu'il faut être patient et régulier. Ensuite, les souches. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est quelle souche il faut prendre.
Et c'est là en fait où moi je trouvais pas le probiotique que je voulais, donc moi j'ai choisi en fait 8 souches, parce que ce qui est intéressant c'est de regarder la fonction plus que la souche en fait. C'est ok, il y a des bactéries, ça va diversifier mon microbiote, mais ce qui m'intéresse c'est les fonctions de ces bactéries. En fait on découvre que le microbiote a beaucoup de fonctions, on a parlé du système immunitaire, il va synthétiser du tryptophane, c'est un précurseur de sérotonine, 95% de la sérotonine elle est dans l'intestin, pas dans le cerveau. Il va synthétiser du GABA, qui est très intéressant pour la régulation de l'anxiété. Les folates aussi, qui vont être synthétisés par les bactéries, très importants dans le métabolisme cérébral pour la synthèse de sérotonine, de dopamine. Des acides gras à chaîne courte, alors c'est un mot un peu technique en fait, les bactéries vont nourrir les parois de l'intestin, et il y a le butyrate, donc ça vient du beurre, butyrate, et donc c'est un acide gras à chaîne courte très important pour nourrir le microbiote et qui a un intérêt pour le développement du cerveau. Et on continue à découvrir des fonctions, la stimulation du nerf vague, on en parle beaucoup du nerf vague, ce nerf de relaxation qu'on peut moduler par la respiration. Le nerf vague il est connecté, c'est la voie anatomique directe entre l'intestin et le cerveau, et les bactéries vont stimuler ce nerf vague. Donc en fait, c'est plus la fonction que la souche qui est intéressante. Et en fait, maintenant, les chercheurs sont en train de sortir justement de la souche pour aller vraiment à la fonction et de dire quelle fonction aurait le meilleur impact. Parce que maintenant, on essaye d'améliorer la cible, de réduire ce qu'on appelle l'hétérogénéité, parce qu'il y a des grosses variations d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont être super répondeurs, ils vont avoir un bénéfice très net, très perceptible, et d'autres beaucoup plus modeste, et en fait ça vient complètement des différences de microbiote d'une personne à l'autre. Donc comment on choisit ? Alors, si on part déjà sur les critères de la dose, de la durée, de choisir ce qu'on appelle des multisouches, c'est-à-dire en fait il n'y a pas qu'une seule souche, il y a plusieurs souches de probiotiques, et qu'on mélange des lactobacilles, des bifidobactères, donc ces deux grandes catégories de probiotiques, on est déjà sur des bons critères. Ensuite, ça vaut la peine d'aller regarder, donc moi j'ai synthétisé ça sur le site psychonutrition.com et dans le livre, les études scientifiques, parce qu'en fait on peut regarder dans les méta-analyses, les essais contrôlés randomisés, donc en fait on répartit les gens au hasard, il y en a qui reçoivent le probiotique, il y en a qui reçoivent le placebo, et on compare les résultats à la fin, et on peut regarder dans les essais qui ont marché, où il y a des résultats positifs, quelles sont les souches qui ont été testées. Ça permet d'avoir des orientations pour choisir. Donc ça c'est la meilleure chose à faire. Je ne vais pas bombarder les noms des souches, parce qu'en fait, on va perdre tout le monde, mais on peut trouver tout ça sur le site psychonutrition.com. Si j'ai bien compris, on en est quand même au début. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à bien repérer l'ensemble de toutes ces bactéries. C'est encore un continent qui n'est pas parfaitement exploré. Il est possible que dans quelques années, on arrive à savoir quelles souches correspondent mieux à telle chose. C'est certain que le microbiote va être le domaine de la science où on va découvrir le plus de choses révolutionnaires dans beaucoup de pathologies, pas qu'en santé mentale, parce qu'en fait, il y a une telle diversité du vivant dans notre intestin qu'on n'en est vraiment qu'au début de la compréhension du potentiel. En fait, il y a énormément de sujets, le neurodéveloppement de l'enfant, le déclin du sujet âgé. Il y a énormément de sujets. En plus, la modification de notre alimentation, de la vie moderne, etc. Enfin, on n'en est vraiment qu'au balbutiement des données scientifiques sur l'influence de ces bactéries sur notre santé. J'ai parlé des probiotiques. Il faut préciser aussi qu'il y a les prébiotiques qui vont nourrir... Ouais, avant de parler des prébiotiques, ce n'est pas... Je pense que ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on est au début de la recherche que ça ne valide pas le fait de prendre... des probiotiques, parce qu'il y a certains qui, j'entends certains chercheurs, certains médecins qui disent, pour l'instant on ne sait pas vraiment, donc il y a quand même une preuve que de prendre ces ensembles, même si on ne sait pas encore exactement laquelle, comment, dans combien t'as dit qu'il fallait qu'on en prenne 10 milliards. Dans les 10 milliards, on ne peut pas savoir exactement, c'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on ne sait pas que ça a un effet. C'est juste ou pas ? Maintenant, on ne peut plus dire que ça ne marche pas.
j'explique les dernières données scientifiques. On est au niveau, il faut prendre conscience, on est au niveau de la méta-analyse en parapluie, en ombrelle. C'est le plus haut niveau de preuve scientifique qui regroupe toutes les méta-analyses qui ont été publiées depuis 2018 en fait. Donc on a plusieurs années de méta-analyse qui regroupent des essais contrôlés randomisés contre placebo. Il y en a plusieurs dizaines. On est sur plusieurs milliers de personnes. Et on a confirmation qu'il y a un effet supérieur au placebo. Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Voilà, ça Maintenant, marche. Il faut optimiser. Ouais. Donc merci. Voilà, comme ça, là, je pense qu'on est clair. On reconnaît ce qu'on ne sait pas encore et on reconnaît ce qu'on sait. Et bien sûr, je t'inviterai au fur et à mesure pour découvrir, parce que c'est quand même absolument passionnant, qu'on va découvrir des choses qui vont énormément aider en comprenant un peu mieux notre microbiote. Mais tu l'as dit, il y a aussi les prébiotiques. Alors, quelle est la différence ? Les prébiotiques, en fait, ce sont des substances qui vont nourrir les bactéries. On a parlé des fibres, ça c'est des prébiotiques de l'alimentation. Et donc les méta-analyses ont regardé aussi si des prébiotiques amélioraient la santé mentale. Et en fait la conclusion c'est que c'est vraiment les probiotiques pour l'instant qui améliorent la santé. Donc c'est vraiment les bactéries vivantes. Et il n'y a pas de recommandation pour les prébiotiques. Donc on peut voir sur les boîtes, voilà, prébiotiques, probiotiques. Un symbiotique aussi c'est l'ensemble des deux. Donc voilà, c'est des mots un peu techniques. Un symbiotique, c'est prébiotique plus probiotique. Mais actuellement, dans les études, à chaque fois qu'un probiotique est étudié, il est quasiment administré seul, en fait, sans prébiotique. Et dans les études où il y a des prébiotiques, on ne voit pas de supériorité d'efficacité pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, on ne va pas trouver des sous-populations où les prébiotiques pourraient être plus intéressants. Et je pense notamment à des personnes qui ont des post-sybioses, c'est la réduction en quantité du nombre de bactéries. Peut-être que dans ces cas-là, c'est intéressant de rajouter un prébiotique, mais pour l'instant, les données scientifiques ne peuvent pas répondre à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on sache sur ce lien entre notre ventre et notre esprit ? Parmi les choses que j'ai trouvées absolument fascinantes, c'est de prendre conscience que les bactéries de l'intestin synthétisent des molécules qu'on a dans le cerveau. Enfin, c'est incroyable quand on y pense, en fait. Comment on explique ça d'un point de vue de l'évolution ? Ça veut dire qu'à un moment donné, notre organisme s'est servi des gènes de nos bactéries pour son propre bénéfice. Et c'est pour ça qu'on trouve de la sérotonine dans l'intestin et dans le cerveau. On trouve aussi de la dopamine, de l'acétylcholine, de la noradrénaline, enfin, on trouve plein de neurotransmetteurs. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes, parce qu'on n'en trouve pas, en fait, dans les premiers champignons, chez les premiers végétaux. C'est apparu, en fait, à partir plus tardivement, en fait, dans l'évolution. Et c'est quand même ça qui nous a permis d'acquérir notre système nerveux et notre cerveau. Et ça, pour moi, ça a été une révolution conceptuelle absolument majeure aussi. Je trouve ça vraiment fascinant et ça explique pourquoi les bactéries de l'intestin sont aussi importantes. Il faut vraiment toujours penser maintenant en santé mentale aux bactéries de l'intestin. On rate vraiment un sujet très important si on ne se préoccupe pas de l'alimentation et des bactéries de l'intestin quand on prend en charge un problème de santé mentale. Un autre élément que tu montres dans le livre, que je trouve vraiment, c'est qu'il faut faire une révolution de pensée pour comprendre les probiotiques. Et c'est pour ça que l'autorité européenne est aussi frileuse. Parce que c'est facile de comprendre le fonctionnement des vitamines. Voilà, la vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, ça c'est reconnu. Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal. Alors, quel est le problème ici ? C'est presque un problème d'épistémologie qui empêche de reconnaître le rôle des probiotiques, si j'ai bien compris. En fait, il y a toujours un décalage d'au moins 15 ans entre une découverte scientifique, son application et l'enregistrement dans les réglementations, ce qui devient en fait le consensus. J'essaye de raccourcir ce temps-là modestement avec mes moyens, par la vulgarisation, par la communication autour des données scientifiques, ce qu'on appelle la littératie, l'augmentation de la connaissance de la population sur les données scientifiques. C'est pas évident parce que en fait, ce sont des données qui sont donc publiées, scientifiques, récentes. Et après, il faut organiser des comités internationaux de relecture et aboutir au consensus. Et il faut aussi dire que par définition, les réglementations sont conservatrices.
Après, il ne faut pas non plus intégrer n'importe quoi dans les réglementations, mais j'insiste sur le fait que nous avons des guides pour la pratique clinique depuis 2022 de la Fédération internationale des sociétés de psychiatrie biologique. Donc c'est pas moi tout seul avec mon opinion dans mon coin qui dit ça, c'est un consortium avec 31 experts de 15 pays différents, co-signataires, qui ont regardé la littérature scientifique, et c'était en 2022. Depuis, on a un niveau de preuve qui a augmenté avec des nouvelles méta-analyses en parapluie qui ont été publiées. Donc d'un point de vue scientifique, les signaux sont tellement forts qu'on ne peut pas dire qu'il faut pas y aller de mon point de vue actuellement. Après, le problème, c'est qu'on est sur du vivant, et effectivement, la variation de la réponse est très importante en fonction du probiotique, des souches, des doses et du microbiote en place de la personne qui va le prendre. Et donc, par contre, en moyenne, ça fonctionne. Donc, on ne peut pas dire que c'est du placebo, que ça ne marche pas, que c'est du bullshit. Enfin, ça, c'est pas plus possible de le dire scientifiquement aujourd'hui. Mais on n'est plus dans la même logique. Dans la logique d'une vitamine, ça revient à décrire une fonction de l'organisme. C'est ça, en fait, la révolution de pensée, c'est que il y a tellement de fonctions qu'assure notre microbiote intestinal qu'on ne peut pas dire, ça change, ça nous fait du bien, on voit l'impact, mais on ne peut pas décrire de manière aussi précise qu'avec la vitamine C la fonction que cela fait. Parce que c'est multifactoriel. C'est exactement l'objet de la recherche actuelle. En fait, on n'arrive pas encore aujourd'hui à définir ce qu'est un microbiote sain par rapport à un microbiote pathologique. Il y a des tests qui sont disponibles, privés, qui coûtent plusieurs centaines d'euros, donc c'est souvent à l'étranger. Et les gens me demandent très régulièrement, est-ce que je dois tester mon microbiote ? Il y a une enquête qui a été publiée par Le Monde là-dessus qui conclut en fait que sur le même microbiote envoyé à 6 boîtes différentes, il y a 6 rapports différents, dont certains qui disent vous allez développer une démence, d'autres qui disent tout va bien, etc. Donc il y a trop de variabilité. Ça vient d'où ? Ça vient du fait qu'il faut étalonner. En fait, étalonner, ça veut dire qu'il faut définir une norme et à partir d'une variation de la norme, on dit là on est pathologique. Et là, il n'y a pas de consensus. Il y a trop de variations. Donc ça, c'est très important. Voilà, parce que je trouve qu'on essaye d'être rigoureux et scientifique, et là, pour l'instant, c'est une limite de ce qu'on sait, mais c'est pas au nom de cette limite que ça invalide le rôle des probiotiques. C'est ça, parce que j'ai eu des retours d'expérience de personnes qui ont fait tester leur microbiote et qui, en appliquant des modifications, ont eu des changements spectaculaires. Mais par contre, on ne peut pas scientifiquement dire voilà le protocole qu'on va mettre en place pour tout le monde, en fait, pour déterminer qui a un microbiote sain, qui a un microbiote pathologique, et surtout, ensuite, quel probiotique donner en fonction de quel microbiote. On n'en est pas encore là. Je pense qu'il faudra encore plusieurs années avant d'arriver. En fait, il y a le projet French Gut en France qui est déployé pour ça, pour décrire les microbiotes des Français et les liens avec les pathologies liées aux perturbations de ce microbiote. Et donc, on va avancer de plus en plus. Par contre, on a déjà les données d'efficacité. Donc, en fait, on sait que ça vaut vraiment la peine de se poser la question d'un probiotique quand on a un trouble de santé mentale. Et donc, après, la question, c'est lequel, pendant combien de temps, le fait que c'est pas remboursé. Donc, c'est une vraie question, le budget aussi. Donc, ça, c'est des sujets, effectivement, qui doivent être adressés. Ben, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir explorer cela avec un peu de rigueur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.